décalage de toute façon, le temps de voir si ça fonctionne bien. Là, Toujours. ça y est, c'est lancé. Donc, normalement, si tout va bien, Fantastique. on a déjà des personnes qui nous entendent et qui nous voient. Et si c'est le cas, bah, je vous invite à me le confirmer. J'ai mon œil sur LinkedIn en parallèle, voir si tout fonctionne. Il y a toujours un petit suspense avec les lives LinkedIn. Oui, Bon, en attendant de oui. confirmer que ça fonctionne bien, déjà, comment ça va, Florence? Pour ceux qui nous écoutent ou qui nous écouteront en replay, comment ça va aujourd'hui? Bah déjà, bonjour Anaïs, même si ça fait un petit Et moment bonjour. qu'on discute toutes les 2. En vrai, on est là depuis 3 heures. Ouais, c'est clair. Des vraies Non, pipelettes et on j'exagère. a prévu de rester après. Je vais très bien. Bonjour à tous. J'espère que vous allez aussi tous très bien, avec, des niveaux de chaleur, différents manifestement, puisqu'on a pas mal parlé, climat. On est un peu, voilà, Et dans une on dans une soulignait ma période qui chance parce que j'ai 22 degrés moi à Manchester, donc voilà, je pense que tout le monde m'envie ouais, aujourd'hui et c'est très rare qu'on m'envie d'être à Manchester. Donc je profite un petit peu ouais, de ce petit effet de: «Ouh, on m'envie». complètement. Alors moi, j'ai un Bon, petit ça peu fonctionne? plus et j'ai un Ah niveau de mince. chaleur, je préfère, prévenir. Je sais pas si tu m'entends bien? Si? Si, je t'entends, j'ai l'impression qu'on a un léger décalage, mais vas-y, je t'écoute. C'est une certitude. J'ai un niveau de chaleur qui ne me permet pas totalement d'avoir accès à l'ensemble, de mes facultés, intellectuelles. Je préfère le dire. Elle donne le ton comme ça, Florence, voilà, c'est dit. Complètement. On peut Il y s'attendre à a tout avec ce live. Bon, je vois que ça fonctionne en tout cas, je vois qu'il y a Ghislaine qui nous dit bonjour, il y a Sabrine et il y a Sylvia qui nous fait coucou, donc c'est qu'a priori, ça fonctionne et tout va bien. Moi, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle édition de la Caméra Café. En plus, et puis aussi, j'ai mélangé les deux, on est sur un format assez détente, hein, on est fin juillet. J'ai envie de poser la question, mais qui est encore là le 30 juillet, là, sur LinkedIn? Faites-nous signe, pourquoi vous êtes là? Est-ce que vous êtes en congé et vous faites des petites pauses boulot? Est-ce que au contraire, vous êtes au travail et le live LinkedIn, c'est un peu votre pause dans la journée? Voilà, dites-nous tout, on veut tout savoir. Et en attendant de vous lire, déjà, j'aimerais vous présenter Florence qui est là aujourd'hui. Alors, peut-être que dans un certain monde parallèle, les gens ne savent pas encore qui est Florence. Mais moi, je le dis. Est-ce que j'ose le dire? Ouais, je vais le dire. Je suis fan de Florence, que je oui, suis depuis des années sur LinkedIn. oui. Donc, je suis trop contente de partager ce moment avec toi aujourd'hui, Florence. Si tu veux bien, tu vois, en 2-3 mots, nous dire un peu. Alors, en 2-3 mots, c'est un challenge parce que quand on sait tout ce que tu as fait et ce que tu fais, c'est un challenge. Mais est-ce que Mmh. tu veux bien nous dire voilà, un petit peu qui tu es, ce que tu fais de beau et puis pourquoi on est là aujourd'hui? Pourquoi ce sujet? Pourquoi tu portes ce sujet? Voilà, je te laisse Alors nous dire tout. je vais être très rapide. Actuellement, je suis, Vas-y. la directrice des ressources humaines et de l'innovation sociale chez Social Direct, qui est une, société fabuleuse qui fait de l'assistance sociale externalisée pour toutes les entreprises qui veulent donner accès à leurs collaborateurs à une assistante sociale ou un assistant social du travail. Ça, c'est ma fonction, actuelle maintenant depuis, quelques mois. Parallèlement à ça, j'ai la chance, d'avoir coécrit un livre sur la marque employeur qui s'appelle Entreprise, 7 leviers pour renforcer votre pouvoir d'attraction. Je l'ai écrit avec Christelle Defoucauld, que tout le monde connaît et qu'on ne présente plus, et puis Laurence Tétrel, avec qui je travaille d'ailleurs actuellement. J'ai aussi écrit un nouveau livre qui sort fin août sur le management, mais on ne va pas trop en parler, ça ne sert pas à grand-chose. Et puis, j'ai la chance de faire de conférences, de faire beaucoup de podcasts, d'être interviewée assez régulièrement sur des sujets qui touchent au RH et au management. Voilà, parce que ce sont mes spécialités et j'ai grand plaisir toujours à partager un tout petit peu de mon savoir, sachant que je préfère prévenir tout le monde. J'ai la réputation et puis une manière de faire, de parler, de dire qui est toujours excessivement affirmative. Dans Mmh. bien des cas, il n'y a pas qu'une vérité, d'accord? Donc Mmh. chacun prend ce qu'il a à prendre et puis, laisse, le reste de côté. Et c'est pas parce que je suis affirmative que je pense que j'ai raison. Voilà. Et au moins comme ça le décor il est planté. Voilà. Merci à toi. Alors je vois il y a Sabrine qui nous dit: «Fini les vacances pour elle». Ben, bon courage Sabrine, moi aussi les vacances sont finies. Peut-être que je prends quelques jours en août aussi, voilà donc voilà. D'où ma présence et bien bienvenue à tous et à toutes, qui êtes en train de nous écouter. Alors le sujet du jour, ben, on avait envie.
pour être totalement transparente. C'est Sylvia, surtout de ta liste, qui avait envie de creuser le sujet du contrat de travail, parce que c'est un sujet qu'elle avait brièvement abordé déjà avec Florence, il y a quelque temps, j'imagine. Et ça lui avait donné un petit peu une entrée en matière qui lui avait donné envie d'en savoir plus. Et puis, Florence, c'est pas la première fois qu'elle prend la parole d'ailleurs sur LinkedIn à ce sujet. Et en fait, on avait vraiment envie d'aborder le sujet du contrat de travail, mais un peu comme on ne l'aborde jamais ou pas vraiment, ou voilà, un angle un peu différent. Bonjour Emmanuel qui vient de nous rejoindre. Donc l'idée, c'est vraiment de l'aborder, voilà, d'aborder tous les sujets un peu épineux autour du contrat, et puis peut-être aussi de démystifier un peu le sujet du contrat et lui redonner sa place finalement dans la relation collaborateur employeur. Je ne sais pas si j'ai bien résumé, Florence. Est-ce que tu veux nous dire un petit peu déjà en intro pourquoi ce sujet, et toi pourquoi d'ailleurs ce sujet il te passionne autant, parce que je sais que tu es passionnée. Oui. Ah bah, je suis passionnée, bon, par beaucoup de sujets, en ressources humaines. Le contrat de travail, c'est un sujet qui n'est pas traité, et pour cause. Ça mêle, des problématiques qui sont juridiques, ça mêle des problématiques qui sont d'ordre de politique RH, puisque dans les plus grosses entreprises, on a des éléments de politique RH dans le contrat de travail. C'est un élément de la relation de travail qui est sous-estimé, alors que c'est la base de la relation de travail. On va se dire que le contrat de travail, ça pose, je vais déjà vous le définir. Ce qui m'a toujours Vas-y. surpris, il n'y a pas de définition légale du contrat de travail dans le code du travail. Vous pouvez Ah oui? chercher, hein, dans le code du travail. Non, c'est pas marqué. Il n'est marqué à OK. aucun endroit dans le code du travail, article L quelque chose, le contrat de travail, et tu ne le trouveras pas. La définition, elle est jurisprudentielle, c'est la Cour de cassation qui nous la donne. Et Mmh. si c'est la Cour de cassation qui nous la donne, ça veut dire que la définition, elle évolue. Et la question de la relation de travail, c'est intéressant de se dire qu'elle peut évoluer. Aujourd'hui, il y a 2 grands modes de travail dans les entreprises. Il y a le salariat et le freelancing, ou le travail avec des indépendants ou des petites entreprises, ou de la sous-traitance, qui peut aussi arriver et qui arrive de plus en plus. C'est pas sans conséquence, d'ailleurs, pour les entreprises. Mais si on reste sur le contrat de travail et donc sur le salariat, pas de définition, mais qu'est-ce que nous dit la Cour de cassation? La Cour de cassation nous dit qu'il faut 3 éléments pour qu'il y ait contrat de travail. Il faut qu'il y ait travail, ça c'est important. Donc le travail, c'est quoi? C'est un travail physique, c'est un travail intellectuel, c'est un travail de création, peu importe. Il faut qu'il y ait rémunération en échange du travail. Ça, c'est important parce que s'il y a travail et pas de rémunération, ça s'appelle du bénévolat. Et s'il y a de la rémunération et pas de travail, ça s'appelle un contrat fictif. Mmh mh. Il y en a Mmh. Je 2-3 vois le truc. qui ont été un petit peu borderline sur le sujet. On dira pas Et qui, puis on dira pas qui. non, d'autant que la liste est trop longue. Donc, Voilà. on n'a pas 2 heures non plus, hein. Mais Non. oui, moi je rigole aussi de mes blagues, hein. Bon, ça, c'est pas grave. Mais il y a un 3e élément, c'est cet élément-là qui est excessivement important et qui est parfois sous-estimé, c'est le lien de subordination. Le lien de Mmh. subordination, la Cour de cassation nous dit, c'est elle va nous définir, hein, ce que c'est, et elle va nous dire déjà, il y a la dépendance économique. Quand il y a dépendance économique, alors, s'il y a travail et prestation, il y a contrat de travail. Peu importe, hein, que vous soyez en prestation de service, et ça, tous les RH le savent. Ce qui nous pend au nez, hein, quand on fait appel à des freelances, etc., c'est la requalification des contrats de prestation de service en contrat de travail, et ça, on n'aime pas trop. Les salariés, ils n'aiment pas trop non Mmh. plus, mais nous, les entreprises, peut-être encore moins, puisqu'il y a des arriérés d'URSSAF, etc. Donc là, on n'est pas très content au niveau des charges. Donc, on va mettre de côté cette dépendance économique. J'en ai suffisamment parlé. Il y a d'autres éléments qui constituent le lien de subordination. C'est la subordination, c'est l'organisation du travail, le contrôle du travail, c'est les moyens à utiliser à l'occasion du travail, et c'est la sanction aussi et le pouvoir disciplinaire. Derrière le lien de subordination, il y a tout ça. Et quand on dit qu'un employeur a un lien de subordination, eh bien, de facto, les salariés doivent se subordonner aux directives de l'employeur. Et derrière, tu On n'aime vois pas à trop ce quel mot, point hein. non, on n'aime pas. Et c'est la base du contrat de travail. Sinon, il faut travailler autrement.
qu'avec un contrat Mmh. salarié. Mais derrière, en fait, ce lien de subordination, eh bien, tu as tout le pouvoir de direction de l'employeur qui est reporté sur le manager et le plus souvent sur le manager de proximité. Et ce manager de proximité, il va avoir beaucoup de pouvoir. On le sent, hein, pouvoir de Mmh. direction, beaucoup de pouvoir. Alors, je vais te dire tout de suite ce qu'il en est au niveau légal. Et là, on va voir que ça commence à la fois à se compliquer et en même temps les choses se remettent en place. La loi nous dit, s'il y a pouvoir de direction, il y a interdiction d'abuser de son pouvoir. Et donc, là, le droit du travail, j'ai envie de dire, commence et on va être dans l'organisation normale du travail et dans la manière d'utiliser ce pouvoir, de direction et tout ça, ça vient de quoi? Ça vient du contrat de travail. Voilà, la base, Mmh. nos fondamentaux. Alors après, bon, on peut prendre les choses, de manière différemment, mais c'est très important d'avoir ça en tête et notamment quand on manage, parce qu'on a une Mmh. responsabilité et on a des obligations. Voilà, des obligations qui Ouais. sont aussi liées évidemment au contrat de travail. Voilà, alors Ouais. je C'est vois bien de Emmanuel c'est bien de rappeler le cadre, je pense. oui, Ouais. Emmanuel qui Emmanuel nous qui nous dit: dit «Dans une hiérarchie» ah mince, désolée avec le décalage, du coup, on se parle en même temps. On va y arriver. Alors, pardon. Donc j'ai affiché le commentaire, Emmanuel qui nous dit: «Dans une hiérarchie horizontale, comment définir le lien de subordination?» Bah, ça tombe bien parce que je pense que c'était un des sujets qu'on voulait aborder, notamment la démystification un peu du lien de subordination. Je te laisse, répondre à Emmanuel, Florence. là, alors, le droit du travail et le législateur ne va pas s'intéresser à savoir est-ce que je suis dans une organisation plutôt pyramidale ou Eh plutôt oui, horizontale. eh ouais. Ça, le législateur n'en a pas à faire grand-chose. On va se dire qu'il y a des secteurs d'activité où, de facto, la relation managériale et le lien de subordination est plus vertical. Je pense, par exemple, à tous les secteurs d'activité qui sont légalement encadrés, qui sont réglementés. Par exemple, le secteur de la restauration. Dans la restauration, il y a énormément de règles d'hygiène, il y a énormément de règles à respecter pour rentrer dans un cadre de qualité, hein, notamment au niveau de l'hygiène et de sécurité par rapport aux clients. Bon, ben là, on va forcément être dans des entreprises où il y a un lien clairement horizontal, puisqu'on doit répondre en fait à une chaîne de commandement, mais qui vient tout droit de la Mmh. réglementation. C'est vrai du secteur du bâtiment, c'est vrai du secteur de la construction. En fait, c'est pas compliqué. Je pense aussi par exemple à l'assurance ou à la banque. L'assurance et à la banque, vous avez énormément de réglementations qui pèsent sur ces entreprises et pour protéger les clients, mais aussi, pour nous protéger, plus globalement, je pense, bon, banque assurance, ça marche. On a toute la réglementation Tracfin pour les problématiques de, flux de capitaux, hein, pour lutter contre le terrorisme, par exemple. Bon, ben, là, derrière, vous avez forcément une organisation pyramidale, c'est nécessaire. Vous avez Mmh. forcément plus de contrôle, c'est nécessaire. Pourquoi? Parce qu'il y a une dangerosité, sécurité soit des personnes, soit des biens, soit des services et des capitaux. Et dans ce cas-là, bah, forcément, vous avez un management qui est beaucoup plus horizontal. Alors, si je reprends quand même la question d'Emmanuel, comment dans une hiérarchie horizontale définit-on le lien de subordination? Bah, même quand on fait de l'horizontal, il y a un moment donné, on a des missions. Il y a un moment donné, on a des responsabilités. À un moment donné, on a des objectifs. Ou alors, bon, on est vraiment dans un milieu qui est pas très intéressé par la performance. Mais dès qu'on met un tout petit peu de performance dans une entreprise, et je pense par exemple aux startups qui ont des modèles bien souvent très horizontaux, avec une grande liberté d'action, bah, tu as quand même des KPIs, tu as quand même des objectifs. Et en Ouais, il fait, y en ton a lien de forcément quelque subordination, part. bah, bah, ça s'exprime comme ça. C'est qui définit l'objectif? Quelle est la stratégie de l'entreprise? On va dans quel sens? À partir du moment où tu fais ça, tu mets du lien de subordination, Mmh. tu as de la Mmh. directivité, tu as de l'organisation. Mais je pense aussi aux moyens. Utiliser des outils, dire: «Ben, on va utiliser tel logiciel». Je vois que tu es sur StreamYard pour enregistrer, ce live. Tu aurais pu choisir un autre outil. Bah, dans Mmh. l'entreprise, si on dit on utilise StreamYard, ben, il peut pas y avoir quelqu'un qui dit: «Ah oui, mais moi je préfère un autre truc, gna gna gna». Bah, ça, c'est pas possible en fait, hein. C'est-à-dire Mmh. qu'à un moment donné, on impose aussi des outils. D'accord? Tu es On obligé d'avoir a un parfois cadre, des ouais. résistances.
Bah oui, on est obligé d'avoir un cadre. Tout ça, ça constitue le lien de subordination, y compris dans les entreprises horizontales. Mmh. Voilà. C'est très clair. J'espère que c'est clair pour Emmanuel, mais en tout cas pour moi ça l'est. J'ai bien compris, saisi la nuance. Et alors, je te propose qu'on fasse un petit virage sur, le rapport au contrat. Alors je sais que c'est un sujet qui était, hyper fort pour toi parce qu'il y a une phrase que tu m'as dite quand on a préparé le live, que je m'étais notée et qui je trouve est très révélatrice et qui va, du coup générer plein de discussions autour. Tu as dit: «Tout le monde se fiche du contrat jusqu'à ce qu'il y ait un problème». Et j'ai adoré cette phrase parce qu'elle veut tout dire. Donc qu'est-ce que est-ce que tu peux nous dire un peu, nous éclairer, qu'est-ce que tu voulais dire à travers cette phrase? Bah, en fait, que ce soit côté salarié ou côté employeur, les salariés sont souvent très intéressés quand même par leur contrat de travail quand ils débutent une mission. Mais Mmh. aujourd'hui, c'est moins vrai. C'est de moins en moins vrai. Ça dépend un petit peu de quel type et de quelle fonction, on parle. On va pas très souvent, au moment où on arrive quelque part, chercher à trop négocier son contrat de travail. Moi, j'ai beaucoup de gens qui viennent me demander: «Mais Florence», qui m'appellent, qui me disent: «Bah, j'ai décroché un poste, mais voilà, il y a une clause, c'est trop bizarre, la manière dont c'est tourné, je ne le comprends pas. Donc envoie-moi ton contrat», je lis le contrat. Selon la manière dont est tournée la clause, bah, elle ne veut pas dire toujours la même chose, hein. Une clause de non-concurrence dans un contrat et dans un autre contrat, c'est pas la même, hein. Faut quand même aller regarder dans le détail et bien souvent, les gens, en fait, ne sont pas en maîtrise parce qu'ils n'ont pas la qualification et les compétences juridiques, en fait, pour lire un contrat Oui, bien ou sûr. alors ils sont en doute. Mmh. Il y a très peu de gens qui maîtrisent ça et en fait, les RH et les managers négligent énormément cet aspect-là, Mmh. imposent bien souvent un contrat de travail, alors qu'un contrat, je vous le rappelle, la base d'un contrat, et là c'est le code civil qui nous le dit, c'est pas le code du travail, bah, ça nécessite un consentement réciproque, hein. C'est quand même, Mmh mh. c'est quand même important le consentement et quand on dit: «Bah, signe en bas». Perdu, Ah, mais je vais je sais pas si continuer. mon La notion de ouais, Si ça y ça est, avait ça coupé. revient. La notion C'est bon. Ouais, la notion de consentement, elle est quand même un petit peu atrophiée et entachée. Moi, j'ai toujours voulu, au moment de l'intégration, que les gens, mes collaborateurs, mes nouveaux collaborateurs comprennent leur contrat et qu'on en discute et que je l'explique. Là, par Mmh. exemple, dans mon entreprise, on a intégré des clauses parce qu'on est en pleine phase de structuration et cetera. On a intégré des clauses qu'on a décidées avec un avocat et cetera, qui sont des clauses globales, qui sont des clauses de mobilité, qui sont des clauses parfois de non-concurrence ou pas, peu importe. Ça a été réfléchi, ces clauses, elles sont quand même imposées, OK? C'est-à-dire qu'on ne veut pas les négocier, mais à un moment donné, il faut quand même en parler. Il faut quand même expliquer pourquoi cette clause-là, bah, je ne veux pas la négocier, en fait. Pourquoi est-ce que je veux que tous mes salariés aient cette même clause par souci d'équité, hein, mais aussi parce que, bon, bah, voilà, on est une entreprise, on fait des choix stratégiques et ça mérite d'être expliqué. Voilà et ensuite, il y a des clauses qui peuvent être négociées et ces clauses-là qui peuvent être négociées et qui sont au choix quand même souvent de l'entreprise, eh bien, il faut aussi pouvoir dire au collaborateur qui lit son contrat de travail, qui tique un peu, qui dit: «Bon, bah, ça, OK, je suis d'accord peut-être pour m'arranger là-dessus». Voilà. C'est le cas, par exemple, pour certaines entreprises, du nombre de jours de télétravail, par exemple. Selon, selon les métiers, selon les fonctions. Moi, j'ai des fonctions où je vais aller limiter le télétravail, j'ai d'autres fonctions où j'ai moins de problèmes avec le télétravail. Voilà, parce que j'ai moins besoin dans mon organisation, qu'on se retrouve, tous ensemble sur une fonction particulière qui va peut-être être une fonction support, mais qui nécessite pas qu'on se travaille forcément, énormément ensemble et on peut, et c'est là où c'est très important aussi, assouplir le contrat de travail. C'est pour ça que je te dis les problèmes Mmh. arrivent en fait quand le contrat de travail, il a pas été discuté, quand on ne sait pas ce qui peut Mmh. avoir de la souplesse ou ne pas avoir de la souplesse. Quand on n'a pas anticipé, en fait, bah, finalement, tous les cas de figure, je parlais de clause de mobilité. Moi, j'ai une clause de mobilité dans les contrats de travail actuellement dans ma société. Quand j'ai quelqu'un de nouveau qui rentre, eh bien, je parle de cette clause de mobilité. Il me dit, mais si, admettons, un jour, je me fais, bah, on me propose une mobilité, d'accord, et que je refuse, bah, c'est refus, c'est une faute, en fait.
Voilà, il faut le dire. C'est une faute. Et oui, parce que c'est Parce que imposé, donc s'il accepte pas, c'est dans le contrat, donc c'est une faute si tu refuses, le fait d'actionner la clause de mobilité et ça mmh peut mh. conduire à un licenciement. Mmh mh. Voilà, on est OK? Mmh. Très clair. En même Ouais, temps, ouais. si c'est pas dans le contrat, tu as aussi le droit de proposer une mobilité à un collaborateur et tu as aussi le droit de le licencier s'il refuse la mobilité, même si c'est pas dans le contrat. La seule chose, Mmh mh. c'est que ce sera une modification du contrat de travail, une proposition de modification, qui pourra être une modification soit économique, soit non économique, qui peut conduire de la même manière à un licenciement, mais c'est pas le même type de licenciement. C'est un licenciement pour cause réelle et sérieuse et c'est pas un licenciement pour faute. Mais ces implications-là, on a le droit d'en parler avec le collaborateur, au moment où il arrive. Mmh. Mmh mh. Voilà. Ouais, avant de j'avais plein de questions. Enfin, en fait, j'ai plein de questions à te poser. Mais je les mets de côté parce que je vois qu'il y a Emmanuel qui pose une question et je donne la priorité, aux personnes qui nous écoutent. Emmanuel qui demande, par défaut dans un contrat, est-ce qu'on peut mettre une clause, sur le droit à l'image, par exemple, si les salariés sont amenés à participer à des salons pour ne pas avoir à leur demander les droits à chaque événement? Est-ce que c'est le cas? Tu sais ça? Alors, j'ai pas j'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse sûre à 100%. C'est à vérifier. Je dirais oui. Parce que Bah, pour moi, moi, il y a quand j'ai même souvenir d'avoir des signé des fonctions de contrats où représentation. ouais, Mmh. moi j'ai souvenir de Moi, contrats où je ne c'était l'ai jamais inclus, mis. déjà. Voilà, OK. donc je dirais oui. Moi, je l'ai jamais fait, mais je dirais oui. Mmh. À Oui, vérifier quand entre même. parenthèses, à vérifier. C'est ça. Voilà, OK et alors voilà. du coup, Florence, ce que je voulais te demander, c'était pour rebondir sur Ça le me sujet semble être du en revanche du du important. rapport Ouais, juste pardon, excuse-moi. vas-y, vas-y. Ça me semble être en revanche important, si on propose ce droit à l'image, de pouvoir se dire, à un moment donné, de prévoir un droit de rétractation. Ça me semblerait normal D'accord, dans OK. un contrat. OK, très clair et Je on trouve a ça un peu une je trouve autre ça un peu, question. ouais, j'arrête. Vas-y. Non, non, mais vas-y, hein, c'est juste que je suis désolée, j'ai l'impression que le décalage, il Non, s'est non, encore non, plus c'est parce que creusé. mmh, je réfléchis en même temps, mais bon, voilà, on a donné une réponse à peu près complète. Mmh. Et justement, tu parlais de clause qui peut être, peut-être retirée. Il y a, Abdelkabir qui demande: «Est-ce que la clause de non-concurrence est négociable? Peut être retirée lors de la signature du contrat?» Alors après, je suis pas sur des questions aussi techniques, Si, si, il peut-être y a pas de mieux souci. ouais? Alors en droit français, hein, j'ai pas précisé qu'on était en droit français. En droit français, le contrat est négociable. Tous les contrats, c'est pas juste le contrat de travail, tous les contrats sont Mmh a mh. priori négociables. Donc dans tous les contrats, tout type de contrat, on peut c'est la base des contrats, hein, de la formation des contrats, hein, c'est le fait de les négocier. Donc dans tous les contrats, y compris le contrat de travail, on peut évidemment retirer une clause, sauf si la politique RH et la stratégie de l'entreprise, quelque part, l'interdit. Puisqu'on se fixe aussi dans les entreprises des règles de fonctionnement juridique, des règles internes. D'accord? Moi, cette clause de non-concurrence, personnellement, moi, en tant que RH, je peux la négocier sur certains types de contrats et ne pas la négocier sur d'autres types de contrats. D'accord. Voilà, mais ce n'est que moi, hein, ce n'est que moi dans ma pratique. Ouais, Mais ouais. bien sûr et en tous les cas, Abdelkabir, si jamais vous avez une clause qui vous dérange à l'avenir dans un contrat, une clause de non-concurrence, bien sûr, vous pouvez chercher à la négocier. De toute manière, qui ne tente rien n'a rien. Mais ça, c'est fou parce que je suis sûre qu'il y a une quantité de gens qui ont même pas, conscience de Mmh, ce droit à négocier un contrat et ça me mmh, permet de mmh. rebondir sur on parlait du rapport au contrat, il y a vraiment une histoire d'état d'esprit, de 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 pas de prise de pouvoir, mais vraiment de replacer la notion de partenariat. En fait, on est Mmh mh. deux parties prenantes dans la signature du contrat et Mmh. la relation devrait être, égalitaire et je pense que la plupart du temps, tu me diras si je me trompe, mais moi j'ai quand même l'impression que quand on est, futur salarié, bah, on a plutôt tendance à être dans une posture de, bah, on est en soumission, on va signer le contrat qu'on nous impose et
moi, j'ai vu très peu de personnes oser négocier. J'ai fait un post la semaine dernière où je racontais l'histoire d'une ancienne collègue qui a osé demander pourquoi dans son contrat, il y avait pas, le modèle de commission qui apparaissait et elle a été très mal vue dans l'entreprise après avoir Mmh. posé cette question. Il y a un gros sujet autour de ça, autour du rapport au contrat et du positionnement employeur, salarié. Ça donne une très belle indication de la qualité des RH dans l'entreprise. Ouais. C'est révélateur, mais c'est révélateur et c'est très lié Bah à la ouais. marque employeur, le contrat. Ouais, c'est lié beh, bien sûr, c'est lié à la marque employeur. Après, c'est pas parce qu'on dit non, on peut pas tout négocier. Dans une négociation, mais quelle qu'elle soit, que ce soit une négociation commerciale, une négociation sur un contrat Z, il y a des choses qu'on peut pas négocier, on les négocie pas. Il y a des choses qu'on peut négocier, on les négocie. Et on peut même avoir un modèle de contrat qui est, je dirais, dans les grandes entreprises, on va pas se mentir, il y a moins de marge de négociation, sauf à des postes vraiment à responsabilité, où là, crois-moi, il y a pas de problème pour négocier, hein, et ça se négocie bien. Mmh. Je repars sur Mmh. la question d'Abdel Kabir. Sur la clause de non-concurrence, bah, si vous ne pouvez pas négocier la clause de non-concurrence, négocier le montant de la contrepartie. C'est-à-dire, vous avez 6 mois en contrepartie, bah, demandez 1 an, par exemple. Bah, ça se tente, en fait. Hein, voilà. Donc, Ouais. et la clause de non-concurrence, c'est un excellent exemple. Bon, moi, je pense que il y a un énorme problème avec les clauses de non-concurrence en France. Bon, bah, ça, c'est une opinion très tranchée. Personnellement, je pense que, ça freine énormément, le développement, des salariés. C'est Mmh. Ça ne sert pas à grand-chose parce qu'on a de toute manière une obligation de loyauté qui pèse sur aussi bien l'employeur que le collaborateur, y compris sans clause de non-concurrence. On n'a pas le droit d'aller capter la clientèle, par exemple, de son ancien employeur, même s'il n'y a pas de clause de non-concurrence, parce qu'on doit avoir une obligation de loyauté. Et donc, il y a une obligation de loyauté qui pèse, hein, sur le collaborateur. Elle pèse aussi sur l'employeur, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on n'a pas le droit techniquement de divulguer des informations confidentielles quand il y a une prise de référence, par exemple. Hein. Mmh mh. Obligation de loyauté qui est réciproque. D'accord. Eh Donc, ouais. pour moi, la Mmh mh. clause de non-concurrence, et en plus, la majorité des clauses de non-concurrence ne sont pas applicables parce qu'elles ne doivent pas empêcher les collaborateurs de retrouver un travail, d'accéder au marché de l'emploi. Ouais, c'est assez handicapant quand même. Oui, c'est handicapant, puis bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si tu as un collaborateur qui va travailler chez le concurrent, à un moment donné, il va aller valoriser aussi son expérience et sa compétence. Mmh mh. C'est quand même un peu aussi normal de travailler dans le même secteur d'activité. Ce qu'il faut, Mmh. il vaut mieux avoir une attitude, loyale, c'est-à-dire pas de captation de clientèle. Voilà, ça c'est moche, ça c'est pas bien. D'accord? Mais après, utiliser ses compétences, je parlais de la banque et de l'assurance. Bon, bah, tu travailles dans l'assurance pour une boîte Z ou une boîte X. Il y a un moment donné, je parlais de la construction, c'est pareil. Tu vas aller travailler où? Tu vois, si tu es spécialisé, toi, sur ce domaine-là, il y a un moment donné, il faut pas empêcher les gens de travailler quand même. Enfin, moi, je trouve Mmh. pas. Ouais, c'est très Mais c'est présent aussi dans les philosophique, hein. cabinets de recrutement. Mmh. Les cabinets de recrutement, c'est enfin, moi, pour y être passée, j'ai vu la difficulté que c'est derrière quand tu veux quitter ton cabinet, pour rejoindre un autre cabinet parce que, bah, beaucoup de consultants, font ce choix de carrière d'évoluer, en cabinet et tu es vite paralysé dès qu'on te dit, «Bah, non, tu n'as pas le droit d'aller recruter sur tel secteur géographique, tel portefeuille», et cetera et cetera. Et je me demande même si bon après moi je suis pas aussi, pointue que toi sur le droit, mais parfois je me suis même posé la question: «Mais est-ce que légalement ils ont le droit de m'interdire, par exemple, d'aller recruter sur, la Gironde?» Tu vois? Moi j'ai vu ça, j'ai vu des cas comme ça. C'est à réfléchir, hein. La clause de non-concurrence, c'est très difficile. Il y a une très grosse jurisprudence. C'est pas facile d'avoir une clause de non-concurrence, bien rédigée. Mmh. Merci, Ah il y Abdelkabir. a ouais, ce que j'allais te dire, Abdelkabir qui réagit, qui te remercie. En revanche, cette clause de non-concurrence nous permet pas de créer un business en parallèle avec le même secteur d'activité et c'est fort dommage. Et ouais. Alors, il y a une autre clause qui empêche souvent ça, c'est la clause d'exclusivité, qui est aussi assez dommageable, enfin dommageable, en tous les cas impactante
pour les collaborateurs, puisque cette clause Ouais. d'exclusivité, elle peut effectivement empêcher le développement à côté. Ensuite, Abdelkabir, il faut bien se dire quand même, quand on est une entreprise, il faut aussi se préserver. Et avoir une activité concurrente à son entreprise, pour le coup, j'ai déjà rencontré le cas et c'est très difficile à gérer. Moi, je verrais plutôt ça au cas par cas. Voilà, je préfère faire ça au cas par cas et voir qu'est-ce que c'est que cette même activité qu'on développe à côté. Parce qu'il ne faudrait pas non plus quand même Mmh. totalement utiliser les moyens d'une entreprise pour développer son propre business. C'est pas très juste non plus. Voilà. Mmh. Mmh. À pondérer, à Et voir. alors, du coup, à pondérer, ouais. Et alors du coup, ça me permet je vais réussir à parler, hein, c'est dur aujourd'hui. Ça me permet aussi d'embrayer sur un sujet que je trouve personnellement hyper intéressant à creuser, mais c'est, hem, le fait de vraiment instaurer un espèce de rituel et de moment pour que ça devienne presque une routine dans le quotidien du RH, de mener un entretien. Tu m'avais évoqué déjà l'idée de l'entretien, heu et cette notion de bien accompagner le candidat qui n'a pas encore signé potentiellement, et vraiment instaurer Mmh. voilà un espèce de rituel et que ça devienne quelque chose de normal en fait et de désacraliser ça et de se dire: «Ça fait partie de la normalité, dans mon rôle de RH que d'expliquer, que d'accompagner, que de redonner ses droits et ses pouvoirs à mon candidat et lui expliquer qu'il peut, s'il le souhaite, négocier des points». Il y a aussi cette histoire voilà de je sais pas comment formuler ça, tu le feras certainement mieux que moi, mais voilà, l'explication des clauses, de normaliser, ouais, c'est ça le mot que je cherche. De normaliser ce moment, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Alors la normalisation du moment, là, on a beaucoup parlé de négociation, c'est bien. Moi, j'aime bien aussi normaliser l'échange sur le contrat de travail avant le début d'une collaboration pour, un, engager le collaborateur et le nouveau collaborateur et deux, le responsabiliser. Moi, j'aime être assez claire sur le fait que les obligations sont réciproques. Je suis excessivement Mmh. attachée à la notion de garantie des droits en tant qu'RH. J'ai la sécurité, la garantie des droits, pour moi, en 2 têtes de liste de mes priorités en tant qu'RH. Au niveau individuel, ça me semble très important, mais j'attends la même chose, des collaborateurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il y a contrat de travail et qu'il y a engagement, bah, il peut pas ne pas y avoir travail, par exemple. Parce que ça arrive. Il y a des gens, ils signent un contrat de travail, puis derrière, ils travaillent pas. Et puis derrière, ils respectent Mmh. pas les horaires. Et puis derrière, ils sont pas au rendez-vous, peut-être parce que, ils n'ont pas dit toute la vérité, en entretien. Et puis derrière, oups, ça j en fait, je veux pas le faire. C'était dans la mission, c'était prévu au départ, mais en fait, je veux pas le faire. Mmh. Ça, moi, j'essaye aussi d'éviter ce genre de situation. Donc j'aime bien poser les choses très, très claires sur on est bien d'accord sur ça, il y a bien un engagement sur ça, il y a bien des obligations sur telle et telle chose. Par exemple, je travaille j'ai des clients parce que j'ai aussi une activité de consulting. Bon bref, tu vas me dire, je suis passée la semaine de 8 jours, hein. J'ai fait un post, quand Mais j'ai annoncé là, c'est je ce suis que je me passée la disais semaine en de 8 jours il y a intro. Je me quelque disais: temps. «Mais, Il y en a, ils sont à 4, moi elle je suis à s'arrête 8. jamais». Carrément. Elle est tu vas à l'encontre des tendances, Florence. Mais oui, mais là, tu vois, je suis en vacances, je suis avec des amis et des enfants d'amis et Ça ils me se voient en voit. train de travailler et puis il y a la fille d'une amie qui me dit: «Mais tu travailles tout le temps?» et je dis: «Mais j'adore ça, j'adore!» Beh, écoute, Moi, c'est pas du chacun ses travail, hein, passions. en va alors en revanche, attention, en vacances, je ne fais que les choses que j'aime. Les trucs que j'aime moins, là, je le fais pas en vacances. Que le kiff en vacances, Eh pas le beh, écoute, reste, ça pas de fait plaisir contraintes. parce que ça veut dire Voilà. que tu prends du plaisir à faire ce live. Ah mais à fond! Bah, je suis hyper contente de parler du contrat de travail, de, d'aborder ce sujet qui est extrêmement important pour les collaborateurs et qui est extrêmement important pour les RH aussi. Pourquoi? Tu vois, tu me parlais de cette amie qui a posé une question à son ou sa RH, qui s'est fait rembarrer, elle est pas arrivée, qui a déjà un problème. Bah, en même temps, tu es Mmh. gentille Simone, mais moi, mes factures, je les paye pas avec, hein, bah, peut-être que tu auras ta commission. Bah, non, il y a un moment donné, mais les gens, enfin, faut quand même comprendre qu'ils ont besoin d'argent.
Qui paye les factures? Enfin, c'est pas le RH qui paye les factures, c'est bien le collaborateur. S'il y a à un moment donné un système de commissionnement qui est mis en place dans l'entreprise, le collaborateur, il est quand même en droit de savoir et d'estimer à peu près combien il va toucher par mois, par trimestre, par semestre ou par an. Et aussi, j'ai envie de dire, bah, c'est aussi la base de sa motivation. Là, quand on parle de commissionnement, moi en tant qu'RH, mais j'en profite pour dire, alors là, on va vraiment chercher, on veut aller dans ce sens-là de la stratégie. On veut aller mettre le poids, parce que c'est ça un plan de commissionnement, hein. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les plans de commissionnement sont jamais dans les contrats de travail. Parce qu'en fait, quand la stratégie change, l'activité commerciale et le développement changent et le poids qui est mis sur tel ou tel objectif change. C'est pour ça qu'il y a Mmh. des avenants tous les ans pour les commerciaux, pour les commissionnements. Mmh. Si je change de stratégie puis que j'ai un commissionnement qui est fixe dans mon contrat de travail, tu vois bien qu'il y a un problème. Nous, les RH, on est là D'accord. pour accompagner la stratégie et la réussite de l'entreprise. Donc, on va aller incentiver les commerciaux sur ce qui est en lien avec la stratégie. Donc, on repense tous les ans le plan de commissionnement. Mais tu vois que ça va mieux en expliquant les choses. Ça va beaucoup mieux. Mais Et bien on va sûr, aller dire tu vois, cette réponse lui aurait simplement été, donnée, ça aurait été beaucoup plus fluide, ça aurait bah donné une oui, relation, de confiance parce que bon, là, derrière, la réponse a été, bon, on lui a pas dit: Tu nous en mais on lui a fait comprendre et on lui a pas expliqué oui, ça, tu vois? mais je vais te dire pourquoi. Parce que, évidemment, tu dis à quelqu'un, ça change tous les ans. Là, la personne, qu'est-ce qu'elle va te faire? Bah, elle va te faire une objection. Et toi, qu'est-ce que ça te fait? Bah, tu dois traiter l'objection. Donc, ça peut être en kikinant, tu vois ce que je On veux n'aime dire? pas ça, on n'aime pas ça, traiter les objections. Qui aime traiter les objections à part les commerciaux hyper performants? Pas il y a pas de grand monde qui aime traiter les objections. Mais la Mmh. vérité, c'est qu'on a tous intérêt à être dans une entreprise qui réussit. Quand tu es commercial, d'accord? Commercial, que tu fais du biz dev, bah, tu sais que tu participes quand même activement au développement de ton entreprise. Quand même toi qui fais rentrer le chiffre. Faut pas oublier la marge, hein, quand même, hein. Il y a pas que les commerciaux, hein, qui génèrent du chiffre dans les entreprises. Mais bon, en attendant, c'est quand même eux qui font rentrer le chiffre d'affaires. Ben, quand tu fais rentrer le chiffre d'affaires, tu vois bien qu'à un moment donné, on est dans un monde qui bouge. Ben oui, mon petit chat, le monde va changer et peut-être qu'en 2025, on aura une stratégie parce qu'il y aura une innovation, parce qu'il y aura une opportunité de marché, parce qu'il y aura une réglementation qui est plus favorable et peut-être qu'on fera une barre complètement à droite et que toi, bah, il faudra, oui, que tu réapprennes un truc et que tu redéveloppes sur un autre marché, sur un autre pays, sur un autre canal d'acquisition. Tu passeras peut-être du direct à l'indirect. Et c'est comme ça, en fait. Mais ça se dit. Et moi, si j'ai quelqu'un en face de moi qui, dès le début de la relation de travail, me dit «Ah ben non, moi je veux faire toujours la même chose», je dis, ben, je vais lui dire «Là, attention, on s'est trompé dans le recrutement. On s'est trompé». Mmh. Mais c'est Mmh. pas, faut pas culpabiliser non plus les gens. On s'est trompé, bah effectivement, nous, peut-être qu'on est dans une entreprise qui est pas sur un marché qui est mature, d'accord? Donc, peut-être qu'il te faut une entreprise avec un marché qui fait du développement où c'est plus mature, c'est plus stable. Nous, on est dans un marché où on évolue encore énormément et si ça te convient pas, bah, ça c'est très bien qu'on se le dise maintenant parce que ça va m'éviter d'investir pendant 4 mois dans ta formation et qu'à la fin que tu me dises que ça te plaît pas. Tu Mmh. vois Mais l'importance de du parler coup, de ça? Florence, est-ce que ça révèle pas je viens d'avoir une ampoule qui s'est allumée là en t'écoutant et je me disais: «Mais est-ce que finalement, on n'aurait pas tout à gagner, en tout cas pour la personne qui est en charge du recrutement, à, hem, discuter le contrat de travail avant même d'arriver à l'étape où on va devoir, signer le contrat finalement?» C'est des choses peut-être qui devraient se discuter dans une des étapes du recrutement, parce que si on arrive à la phase finale, à la signature et qu'on a cette prise de conscience parce qu'il y a des clauses qui sont discutées à ce moment-là et cetera et que ça révèle qu'il y a un décalage entre, le profil qu'on s'apprête à recruter et ce que l'entreprise, impose comme cadre. Est-ce que du coup ça amène pas à cette réflexion de se dire: «Est-ce que c'est pas un sujet qui devrait se discuter plus tôt dans le process de recrutement alors?» Alors techniquement, dans le process de recrutement, tu traites au moins de tes piliers du contrat de travail. Tu traites ton lieu de travail, ta mission, ta rémunération, ton lien hiérarchique,
Tu traites déjà de tous ces piliers-là. Toi, tu as l'impression que tu le fais pas, mais si, tu le fais. Donc j'ai envie Tu de es te déjà en train dire de verrouiller. bah oui, j'ai envie de te dire oui et non. Non, c'est pas la peine de le faire plus. En revanche, c'est bien de le faire en conscience. C'est bien de le faire en se Mmh. disant: «Ben, oui, ce dont je suis en train de parler quand je parle de rémunération, quand je parle d'avantages, que ce soit des avantages sociaux, des avantages en nature, du commissionnement, je suis déjà en train de parler du contrat de travail et de la relation de travail» et ça, c'est très important. Par exemple, je fais des formations alors ne me contactez pas là-dessus parce que j'ai bouclé le truc, hein, mais je fais des rémunérations non, parce qu'à un moment donné, il faut J'adore. plus tout faire non plus, hein, mais j'ai gardé un client historique, on fait des formations sur les rémunérations et les avantages sociaux. Bon, il y a une question qui se pose qui est très importante au moment du recrutement, c'est est-ce que je suis sur 12 mois ou sur 13 mois? Est-ce que je parle en brut ou est-ce que je parle en net? Bon, bah, au moment évidemment du recrutement, il faut être très clair quand on propose un salaire et il faut maîtriser, d'accord, cette communication sur la rémunération. Même si toi, tu es pas RH à la base, que tu as jamais fait de droit ou quoi que ce soit, tu dois être en capacité d'expliquer à quelqu'un sa rémunération. C'est très important. La rémunération, ça c'est Christelle Defoucault qui aime beaucoup dire ça. Est-ce que toi, tu achètes un appartement sans connaître le prix? Est-ce que même tu vas le visiter sans connaître Mmh. le prix? Ben non. Il y a un moment Non. donné, tu dois quand même être sûr du prix. Alors, admettons, tu as une ambiance rémunérationnel, on va dire. Bon, pourquoi pas, d'accord? Plus ou moins 50, plus ou moins 60, plus ou moins 70, plus ou moins plus. OK, admettons. Très bien. Mais il y a un moment donné, la personne, tu dois être capable de lui expliquer combien elle va toucher en fixe, combien elle peut toucher en variable, est-ce qu'elle est limitée en Mmh. variable, c'est quoi le 13e mois, à quel moment il va le toucher, quelles sont les conditions d'acquisition, etc., etc., etc. Et les avantages qu'on peut avoir à côté. Tu as beaucoup d'avantages sociaux qui sont conditionnés par l'ancienneté. Bon, bah ça, à un moment donné, si tu parles des avantages sociaux en long, en large et en travers dans ton annonce, pendant ton recrutement, et que la personne, elle arrive et tu lui dis ah ben on t'a pas dit Jean-Pierre, mais il faut attendre un an. Ah bah super. Bah non, on m'a pas dit non. Mais tu vois bien que ce Et que tu ça vas arrive, hein. créer, bah bien sûr ça Ça c'est arrive. en train de me faire c'est en train de me faire écho avec des situations que j'ai vécues et Bah, je me dis: «Bah ouais, mais ça bah, arrive ça très arrive souvent tout le malheureusement». temps. Et en fait, du coup, ce que tu génères au moment de l'arrivée, qui est l'arrivée d'un collaborateur, c'est une fête, c'est tapis rouge, c'est génial. Et en fait, ce que Mmh. tu vas générer, c'est de la frustration. Et tu vas générer de Ouais, la ça gâche frustration et tout. de la déception. Mmh. Pourquoi? Parce que tu as pas discuté. Et c'est surtout que Ouais. ton collaborateur, là, ton nouveau collaborateur, il a peut-être d'autres personnes à qui il a envoyé son CV. Il est peut-être dragué par Mmh d'autres mh. entreprises, il est peut-être dragué par Florence Marty, qui va bien lui expliquer toute sa rémunération. Mmh. Tu vois ce que je veux Et dire? ouais Et ça change et de toute tout. façon, il est pas encore marié quoi, tant qu'il a pas signé, hein. La séduction n'est pas terminée. La sélection Alors n'est toujours on pas a des, définie. on a des questions, Florence, je te propose Allez, qu'on lise un petit peu ce qui se dit dans le chat on pour y va? Mais clôturer, parce que je oui. vois qu'il est déjà 28 et que le temps défile à une allure, folle, bien évidemment. On avait, Chiabi qui nous disait je crée alors question très technique, hein, alors là, moi je te laisse, gérer, mais si je crée une nouvelle machine, un nouvel équipement qui n'existe pas ailleurs, est-ce la propriété intellectuelle appartient à l'entreprise ou à moi-même ou aux 2? Comment le RH protège les 2? Pouah, alors là, bon courage. Alors ça va dépendre. Ça va dépendre de beaucoup de choses. Déjà, pour des questions aussi techniques, je vous conseille quand même de consulter un avocat. Moi, je ne suis pas avocate. Je vous réponds néanmoins. Mmh. Alors, Chiabi, ça va dépendre de la convention collective. Par exemple, la convention collective Syntec, qui est une convention sur tout ce qui concerne l'ingénierie. Peut-être qu'on est concerné là par ce cas-là. La convention Syntec intègre déjà cette notion de propriété intellectuelle. Donc, il y a des dispositions spécifiques qui sont conventionnelles, d'accord, auxquelles l'entreprise ne peut pas se soustraire. OK. Ensuite, techniquement, tout ce qui est fait, donc là, il y a des brevets, on peut avoir des droits sur les brevets, etc. Mais en dehors de ça, tout ce qui est fait à l'occasion du travail appartient à l'entreprise quand même. L'entreprise est propriétaire. C'est pas parce qu'il y a une rémunération qui peut être afférente que l'entreprise n'est pas propriétaire. À vérifier avec un avocat,
à confirmer dans une clause, parce qu'il y a des clauses effectivement qui sont spécifiques dans ce cadre-là, et évidemment avoir au niveau conventionnel comment la convention collective vous protège les salariés et l'entreprise. Mais l'entreprise a quand même tout intérêt à bien se protéger, de même que le collaborateur a intérêt à bien intégrer cette dimension ou à bien aller regarder cette clause s'il est susceptible d'apporter une innovation à l'entreprise. Écoute, très clair, efficace et dans le temps imparti. Bravo. Écoute Bon, Florence, il est 30, donc je te propose qu'on conclue ce live qui j'espère a plu à tout le monde et moi je l'ai trouvé hyper riche, mais bon après je suis pas très objective. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin, Florence, pour conclure sur ce sujet? Est-ce qu'il y a des choses qu'on aurait peut-être oubliées, que tu aurais vraiment envie de dire ou sur lesquelles tu veux appuyer? Bah, je te laisse nous dire. bon, tout, hein, parce on est passé à côté de 90% des messages qu'on avait, dont on avait parlé, sur lesquels on allait échanger. J'ai envie de dire aux RH, soyez clairvoyants et clairvoyantes, n'ayez pas peur de ces aspects juridiques, formez-vous. C'est très important de se former au droit du travail. Ayez la transparence d'aller discuter en fait avec les collaborateurs, et vous les collaborateurs et les nouveaux salariés, donnez-vous le droit, autorisez-vous à poser des questions tout simplement en toute gentillesse, voilà, en vous disant bien quand même pour les RH qui sont quand même très sollicités par ailleurs. J'aime énormément mes collègues RH qui font quand même majoritairement un bon boulot. Ils sont très sollicités, et c'est vrai que parfois on a un peu toujours les mêmes questions peut-être qui reviennent, et ça peut être un peu difficile, et du coup, j'en profite. Un dernier tips, si vous avez des clauses et que vous voulez pas vous répéter quand vous êtes RH, vous pouvez les expliquer, vous enregistrer et puis mettre à disposition les explications pour vos Mmh, collaborateurs. Après tout, pourquoi pas? Voilà. très bonne idée. Top. Bah, écoute Florence, moi il me reste à te remercier, hein. On s'est passé trop vite et je pense qu'on aurait pu rester encore des heures à parler, mais bon, à un moment donné, faut nous couper le micro, hein, faut stopper. Vous avez tous été hyper actifs. Hier, on a vu, voilà, passer des messages, des questions, donc merci à vous pour votre implication, votre engagement. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur ces lives. Il se passe plein de choses pendant l'été encore, sur Thalys, sur le blog de Thalys. Et puis évidemment, on se retrouvera à la rentrée pour de nouveaux rendez-vous, live, articles, etc. Moi, vous me retrouvez sur LinkedIn comme d'habitude, hein, vous connaissez l'adresse. Et puis toi, Florence, où est-ce qu'on peut te retrouver? C'est quoi ton actu là à la rentrée? Qu'est-ce que tu veux nous partager avant de partir? Vous me retrouvez sur LinkedIn, et je sors un nouveau livre fin août sur le management. Alors si ça vous intéresse, et il y aura un site qui sortira aussi courant septembre. Donc si vous suivez mon actualité, il y aura plein de tests de personnalité, c'est hyper sympa, et j'espère que ça vous plaira à tous. Et puis voilà, le meilleur pour chacun, toujours. C'est toujours ce que je souhaite à tout le Top. monde. Voilà. Eh bien, merci à toi. Merci. À bientôt tout Merci le monde. infiniment. Rendez-vous sur À bientôt. Thalys pour les curieux. Merci. À bientôt. Au revoir.